Bonjour tout le monde, nous voilà ici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui par contre on va sortir légèrement du sujet de la chaîne puisqu'on va parler d'avant l'histoire puisque le sujet du jour c'est le néolithique qui en effet eut lieu du coup avant l'invention de l'écriture, donc en dehors de l'histoire avec un grand H. Mais cette période a vu la naissance des formes de civilisation que nous connurent durant l'Antiquité et beaucoup d'éléments du monde moderne virent leur origine à cette époque. Donc il est quand même intéressant d'en parler et de voir quelles ont été ces évolutions qui révolutionnèrent les sociétés humaines à cette époque. Déjà, commençons par placer géographiquement et chronologiquement ces événements. Les premiers processus de néolithisation apparurent dans le croissant fertile, donc dans le Moyen-Orient, vers moins 8500 avant Jésus-Christ, et de là ils se répandirent progressivement dans tout le Moyen-Orient, en Afrique méditerranéenne et en Europe. Par exemple, on trouve des traces vers moins 6500 en Grèce, et en Europe, son expansion suit en premier lieu la côte méditerranéenne et le Danube, avant de se répandre dans le reste du continent à partir de ces points-là. D'ailleurs, le processus étant passé par le Danube et a donné la culture rubanée, quant au processus ayant suivi les côtes méditerranéennes, il a donné les cultures cardiales. Mais il exista d'autres processus indépendants de celui-ci, qui eurent donc lieu ailleurs, par exemple en Chine vers moins 6000, plus tardivement en Amérique du Sud et centrale, il y a eu plusieurs foyers entre moins 5000 et moins 2000. Il y a également un foyer en Afrique subsaharienne. Mais dans cette vidéo, nous allons parler essentiellement de celui du croissant fertile, à la fois parce que celui-ci est le plus ancien, mais également parce que la société occidentale, et qui est celle dans laquelle nous sommes et qui est celle qui s'est imposée au niveau mondial, elle est issue de cette néolithisation. Les autres sont assez proches par leur forme, mais ils ont quelques particularités. Et en effet, on ne va pas en parler dans cette vidéo. Mais ça pourra faire l'objet de futures vidéos, surtout si nous abordons, et c'est ce que nous souhaiterions faire également un jour, l'histoire une histoire, disons, non centrée sur l'Occident ou l'Orient, enfin le Moyen-Orient, mais aussi parler également de l'histoire africaine, l'histoire du continent américain, avant la colonisation, d'histoire asiatique, d'histoire de l'Océanie, etc. Donc là, ça sera l'occasion de parler des néolithisations qu'ont connues ces différentes régions. Donc revenons à nos moutons et donc la néolithisation du croissant fertile. On a longtemps parlé de révolution du néolithique, mais si ce phénomène a en effet bouleversé les sociétés humaines, il a été en réalité assez progressif. Il a commencé vers moins 8500 et s'est fini vers moins 3500, 5000 ans. On est sur une révolution vraiment très lente, quoi. C'est du réformisme très poussé au final. Donc, comment s'est manifesté ce phénomène? On va commencer par deux éléments centraux qui ont été bouleversants dans les sociétés humaines, c'est l'agriculture et la sédentarisation. En effet, c'est à cette époque que ce mode de vie apparut et qui se répandit pour devenir le modèle de base de la plupart des civilisations de l'Antiquité et finit par s'imposer comme le modèle dominant sur notre planète encore aujourd'hui, puisqu'on est sur un modèle de vie sédentaire dans la majorité des pays et on vit grâce à l'agriculture dans quasiment tous les peuples du monde. Il y a encore des débats sur les raisons de l'apparition de l'agriculture. Probablement qu'elles sont multiples. Le débat principal, c'est de savoir si c'est l'agriculture qui a permis la sédentarisation ou si c'est celle-ci qui a rendu nécessaire l'agriculture. Aujourd'hui, l'une des hypothèses qui est émise, c'est que dans le croissant fertile, il y avait un climat favorable, d'où le nom de la région, et des chasseurs-cueilleurs qui vivaient dans le coin, qui sont issus de l'agriculture des Natoufiens, ont pu s'y sédentariser tout en continuant d'être chasseurs-cueilleurs, mais comme l'endroit était suffisamment fertile, ils n'avaient pas besoin de bouger pour pouvoir y chasser et cueillir ce qu'il leur fallait. La communauté, profitant de ce nouveau mode de vie, a pu voir sa population augmenter de manière importante. En effet, on observe que à chaque fois qu'un peuple se sédentarise, la natalité augmente, car il est plus facile d'élever plusieurs enfants dans une maison stable, lorsqu'on doit tous les transporter d'un point à l'autre tout le temps. Et du fait de cette augmentation de la population, des populations qui avaient pris l'habitude d'être sédentaires ont dû s'installer en dehors du croissant fertile, dans des régions moins fertiles justement, et du coup, ils ne pouvaient pas juste se contenter de cueillir et de chasser. Ils ont été obligés de s'occuper des plantes, d'en prendre soin, et pareil pour les animaux, afin de pouvoir subvenir à leurs besoins. Bon, ils auraient pu... Voilà. Bon, en réalité, c'est sûrement bien plus complexe que ça. C'est également, du coup, en plus de la culture des plantes, c'est également l'élevage qui se développe. Jusqu'à là, on avait domestiqué que le loup, pour donner le chien, mais ça s'est étendu. La chèvre, le mouton, le porc, le bœuf,
mais également le cheval, qui fut quand même un allié important de l'homme durant son évolution, à la fois pour transporter, ça révolutionna également le modèle militaire, pour les travaux, même si le bœuf aide aussi. En tout cas, oui, le cheval a été un élément qui a révolutionné également beaucoup de choses dans la société humaine. Le cheval, c'est génial. L'arrivée de l'agriculture et de la sédentarisation ont eu d'énormes impacts sur l'organisation des sociétés. Déjà, les structures étatiques ont pu se développer, la propriété également. Et avec elle, surtout dans cette société où il n'y avait pas d'abondance, puisque même c'était difficile d'obtenir la nourriture et d'autres biens, il fallait défendre cette propriété. Et donc, on a vu le développement des conflits. Il n'y a pas vraiment de consensus exactement sur le sujet. On sait qu'il y a eu des conflits avant, mais des traces que l'on observe, ceux-ci ont pris beaucoup plus d'ampleur à l'époque. On observe également le développement des fortifications, même si celles-ci servaient également contre les prédateurs. Mais il y a des endroits où on a trouvé des fortifications qui avaient des pointes de flèches plantées, qui avaient été brûlées, donc il y avait trace d'une attaque contre ces fortifications, donc conflit. Autre conséquence du coup de cette sédentarisation et de l'augmentation de population, c'est que les premières villes apparurent. Jéricho par exemple, qui est le premier village en construction en pierre qui s'est développé vers moins 9000. Il y a également Satal Uyuk en Anatolie, avec 12 hectares de maisons à étages, qui étaient fabriquées en briques, qui avaient des toits en terrasse. Donc c'est des trucs solides. Et ça, c'était il y a à peu près 8500 ans. Mais bon, ça reste des proto-villes, l'organisation urbaine reste très limitée. Donc on est en fait sur un mélange entre gros villages et villes. Mais les premières villes organisées, avec une planification urbaine avancée, donc par exemple il y avait des bâtiments qui étaient spécialisés, des rues bien droites, bien tracées, et des villes qui comptaient quand même plus de 10 000 habitants, ça a apparu entre moins 5000 et moins 4000 avant Jésus-Christ, dans une région située entre l'Ukraine, la Roumanie, la Moldavie, et c'était la culture de Kukunteni Tripia, du nom des endroits où on a trouvé les premières traces archéologiques de ces villes. Donc vous pouvez voir sur la carte où c'est situé géographiquement. Autre conséquence avec l'étatisation et le développement de la propriété, c'est que les structures sociales se complexifient. La hiérarchie se développe, les individus se spécialisent plus fortement, ce qui est rendu nécessaire par les communautés étant plus nombreuses, les biens plus importants, les travaux à faire plus variés. Forcément, les individus doivent se diversifier, mais également la hiérarchie se renforcer pour maintenir la cohésion d'une grande communauté. Donc c'est à cette époque que les élites se forment et se développent, que les inégalités également se développent. Il y avait déjà des inégalités avant, mais elles étaient à des degrés moindres également dans la même communauté. Il y avait une grande égalité entre les membres qui la composaient. Ça a changé à cette époque. Ensuite, on est également sur les premières épidémies. En effet, vu que la population se concentrait au même endroit, c'était plus facile pour les maladies de se répandre. D'ailleurs, les chasseurs-cueilleurs étaient à l'époque, d'après les restes qu'on a retrouvés des différentes peuplades, en meilleure santé, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Au début, c'était mieux pour les individus d'être chasseurs-cueilleurs, ils étaient en meilleure santé, mais comme la natalité était bien plus élevée chez les sédentaires, ceux-ci ont vu leur population augmenter, s'étendre et supplanter progressivement les chasseurs-cueilleurs et s'imposer. Et le perfectionnement petit à petit des techniques d'agriculture a fait que ce mode de vie est devenu plus avantageux sur tous les plans. Autre changement majeur, c'est à cette époque que l'homme commença à impacter son environnement. Le déboisement se développe, surtout dans les forêts méditerranéennes, puisque c'est là, en Europe, que la néolithisation s'est d'abord développée. Et du coup, ce type de forêt a quasiment disparu. Aujourd'hui, on trouve en effet peu de forêts méditerranéennes, à part quelques réserves, alors qu'à l'époque, elles étaient très répandues. Mais déboisement massif. La pression également sur certaines espèces sauvages a été augmentée, par exemple sur les prédateurs, puisqu'il fallait protéger nos élevages. Globalement, c'est tout le rapport culturel à la nature qui évolue durant cette période. L'homme commençant pour la première fois à considérer la nature comme quelque chose de contrôlable et de modifiable, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc là, globalement, on voit déjà que rien que la sédentarisation et l'agriculture ont complètement bouleversé d'énormes pans de la société humaine, de la culture humaine, et que c'est des choses qu'on retrouve encore aujourd'hui. Notre modèle de société, comme je l'ai dit plus tôt, est un modèle agricole, même si l'agriculture n'emploie plus énormément de monde, on se nourrit grâce à ça. Une agriculture qui a complètement été modifiée, mais la base, ça reste l'agriculture. On est sédentaire. La propriété qui est apparue à l'époque, c'est quelque chose qui est encore une base de notre société, etc. Mais il y a eu également quelques autres innovations qui, certes n'étaient pas aussi majeures, mais qui, mine de rien, avaient leur importance. Par exemple, l'utilisation de la céramique, qui a permis un essor de la poterie et donc du stockage, utile pour l'agriculture, parce que l'agriculture, souvent,
Et souvent, c'est la récolte à un moment, et du coup, il faut stocker pour le reste de l'année. La cuisson également, qui est plus facile dans des pots en céramique, et donc qui a permis également de diversifier notre alimentation. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Asie, le développement de la céramique a précédé le néolithique. Donc on voit que ce n'est pas automatiquement lié, même si ça a tendance à l'être. Ce qui s'est développé également, c'est le travail des métaux. D'abord, dès le 8e millénaire avant Jésus-Christ, on observait des petits objets en cuivre réalisés par martelage à froid en Anatolie. Plus tard, au 6e millénaire avant Jésus-Christ, les premières traces de fusion du métal sont observées. La pierre polie également s'est développée. D'ailleurs, c'est que là vient le nom de l'époque. Le néolithique, ça signifie pierre nouvelle, puisque ça a d'abord été identifié par le fait qu'on ait remarqué que les traces archéologiques de pierres qu'on avait de cette époque étaient différentes. Et donc ces deux éléments ont permis d'améliorer les outils utilisés, ce qui était déjà nécessaire pour l'agriculture, c'est sûr, donc forcément c'est lié, mais ça permet également, dans la vie de tous les jours, ou pour les armes, d'avoir des choses plus performantes. On voit également le développement des bateaux, qui à l'époque étaient souvent construits soit à partir d'un tronc d'arbre qu'on évidait, soit c'était des radeaux. Et donc ça a permis à l'humanité d'étendre son champ d'action, de s'installer sur de nouvelles îles, de pouvoir pêcher de manière plus importante, etc. Même si on trouve des traces de navigation de manière plus ancienne. Vers moins 120 000 ans, on aurait des traces de premiers bateaux, et c'est resté assez mineur pendant longtemps, et ça s'est généralisé durant le néolithique. L'art également se développe. Bon, il a certes toujours existé dans l'histoire de l'humanité, mais il semblerait qu'à cette période-là, on voit celui-ci connaître un essor et se diversifier. Ce qu'on observe également, c'est le développement des monuments funéraires, qui semble indiquer que le rapport de l'humain à la mort et au spirituel a évolué. Et enfin, vers la fin du néolithique, on trouve les premières exploitations minières, essentiellement pour le silex, mais également pour le cuivre, l'argent et l'or. Et avec ça, c'est un autre élément important de notre société qui est apparu, le commerce. C'est quand même quelque chose qui est une des bases aujourd'hui de notre société. Et vers moins 4000 avant Jésus-Christ, on observe des traces d'échange de ressources à quand même une échelle non négligeable, essentiellement pour les ressources minières du coup. Et par exemple, il y avait le site du Grand Pressigny en France, qui semble-t-il exportait des silex blonds jusqu'au Rhin, donc sur une bonne partie de la France. Donc vous pouvez voir, oui, Grand Pressigny sur la carte, donc il commerçait quand même pas mal. Donc voilà, c'est le petit tour des innovations du néolithique. On voit qu'il y en a eu vachement beaucoup et qu'ils ont été quand même importants. Et que c'est pour ça qu'on a souhaité en parler. C'est parce qu'aujourd'hui, notre société moderne ne serait indéniablement pas la même sans toutes ces innovations, sans tous ces bouleversements, et que même si ça précède l'histoire n'aurait pas été, en tout cas pas été la même, sans le néolithique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, c'est un peu toujours notre but. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour ça. Au revoir tout le monde.